Bonsoir Luc Ferry, philosophe, ancien ministre de l'Éducation. Merci d'être sur BFM TV. Merci Malek Bouti, membre du Bureau national du Parti socialiste. Alors, à tous les deux, cette question, que doit faire la France? Quelle doit être la position de la France? Comment trouver un moyen d'avoir une victoire, d'aider à une victoire pour les Palestiniens, qui ne soit pas une défaite pour les Israéliens? Nicolas Sarkozy est à l'ONU cet après-midi. Il a rencontré Mahmoud Abbas et demain, il rencontrera Benjamin Netanyahou. Priorité à droite. Priorité Malek Bouti. Je pense que la grande difficulté des Palestiniens dans leur lutte, c'est qu'elle s'était transformée d'une lutte politique pour un peuple, son droit à l'autodétermination, dans une dérive dans le terrorisme, qui l'avait isolé dans le monde, isolé même de leur propre soutien. Et la démarche de nouveau politique de la direction palestinienne, elle mérite d'être soutenue. Je pense que la première leçon, avant de savoir est-ce que c'est unilatéral, est-ce qu'il y a des dangers, c'est une bonne nouvelle que les Palestiniens reprennent l'arme de la diplomatie, l'ONU et la politique pour faire revendiquer leurs droits. Tout est mieux que la violence, le terrorisme et le nihilisme. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, la France doit aider les Palestiniens à trouver un débouché positif. Alors, il ne faut pas que cette décision entraîne des catastrophes. Il faut défendre les intérêts de l'État d'Israël aussi, bien sûr. Mais je pense qu'en tout cas, on est dans une démarche où, au lieu d'en avoir peur, il faudrait la prendre en positif parce que c'est quand même une grande rupture par rapport aux 10 dernières années qu'on vient de connaître, la montée des extrémismes et la violence. Luc Ferry. Moi, je crois que pour comprendre ce qui se passe, il faut rappeler que Israël a perdu 2 très grands soutiens dans les toutes dernières années, et même en l'occurrence dans les derniers mois, le soutien de la Turquie et le soutien de l'Égypte. Je pense que c'est ça qui est derrière. Et une fois qu'on a dit ça, la proposition de Mahmoud Abbas n'a aucune chance d'aboutir, ou bien on obtient un vote de l'Assemblée générale, il obtiendra le vote, mais il ne signifiera rien. Oui, il sera un État associé éventuellement. On aura 125 États qui vont voter pour lui, mais c'est des États qui ne signifient pas grand-chose. Ou bien ça passe devant le Conseil de sécurité, ce sera refusé en raison du vote des États-Unis, du veto américain. Donc quel est l'enjeu? Moi je crois que, et là je rejoindrai ce que disait Malek Bouti, je pense sincèrement que si on est préoccupé par la sécurité d'Israël, ce qui est évidemment mon cas, je ne vois pas quel avantage Israël a depuis maintenant plusieurs années à ne pas soutenir Mahmoud Abbas. Au fond, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter, c'est un homme parfaitement convenable, c'est pas le Hamas, c'est pas un représentant du terrorisme, il n'est pas contre l'État d'Israël. Et donc, évidemment, nous savons tous qu'il y a une revendication de sécurité d'un côté, une revendication d'autonomie et d'indépendance et d'un État de l'autre. D'ailleurs, l'Europe a reconnu cette revendication de Mahmoud Abbas et des Palestiniens depuis très longtemps. Les États-Unis depuis moins longtemps, mais elle l'a fait aussi. Et donc, je crois que depuis un certain nombre d'années, Israël est quand même en très grande difficulté à ne pas soutenir la position de Mahmoud Abbas. Et si je peux Alors me permettre... là, concrètement, vous disiez, c'est pas la question de l'unilatéralité ou pas, mais un petit peu, oui. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est mieux que les armes, mais ce que disent les partisans, en tout cas de Benjamin Netanyahou, et peut-être aussi les proches d'Obama, concrètement, c'est que l'aspect unilatéral et la manière de le déclarer est une manière relativement agressive qui a des conséquences. Oui, il faut tout relativiser. C'est pas agressif que de poser un débat devant l'ONU, quand même. Je veux dire, on revient d'une situation où ceux qui montaient en puissance dans l'affrontement étaient des deux côtés, d'ailleurs, les plus radicaux, les plus violents, qui ne savaient qu'un langage, le langage des armes. Alors, il faut tout remettre en proportion. Et si je peux rajouter un élément à ce qu'a dit Luc Ferry, il y a aussi ce qui s'est passé dans les pays arabes, en dehors des relations diplomatiques, la montée en puissance de la démocratie, même si elle n'est pas parfaite, même si elle est chaotique. Et ce qui est frappant, je trouve, du point de vue du gouvernement israélien, c'est qu'aujourd'hui, il parle exactement comme si on était il y a quelques années. C'est-à-dire, il a des revendications qui sont légitimes, il a son droit à la sécurité qu'il doit défendre, mais les arguments délivrés à la communauté internationale, c'est comme si rien n'avait changé. Or, tout le monde sent qu'on est dans une période où ça a changé. Donc, peut-être qu'il ne faut pas une déclaration unilatérale, mais le dialogue doit s'ouvrir, la négociation doit s'ouvrir, et cette fois-ci, non pas pour faire des rounds en attendant le prochain affrontement, mais pour que, enfin, ces deux peuples puissent coexister côte à côte et en paix. Peut-être que c'est le bon coup de poker pour remettre tout le monde autour de la table. Peut-être que aller jusqu'au bout, peut-être jusqu'à la dernière minute vendredi après-midi, et en faisant planer cette menace, ça peut être un bon moyen de se remettre autour d'une table. C'est exactement, vous parliez tout à l'heure de la position de la France et des négociations qui sont en cours au moment même où nous parlons, donc celle que mène le président Sarkozy avec Mahmoud Abbas. L'enjeu est exactement celui que vous venez de dire. C'est en échange du fait que Mahmoud Abbas retirerait cette demande, qui est évidemment une demande dont la finalité est quoi? De faire reconnaître
reconnaître officiellement le fait que l'État palestinien est un État occupé. C'est ça l'enjeu. Mais ce que peut faire le président Sarkozy, c'est dire au fond à Mahmoud Abbas et à Netanyahou, l'un retire cette demande qui de toute façon n'a aucune chance d'aboutir, mais en échange, vous reprenez vraiment les négociations. C'est ça qui se joue aujourd'hui. Maintenant, bon, encore une fois, je crois que si on regarde depuis 10 ans maintenant, si le Hamas, qui est en effet une organisation terroriste et qui ne reconnaît pas l'existence d'Israël, a gagné du terrain, c'est aussi très probablement parce qu'on n'a pas suffisamment aidé les Palestiniens modérés. Moi, je me souviens d'avoir rencontré Sharon en Israël juste avant sa rupture d'anévrisme, juste avant qu'il tombe dans le coma. Et bon, il refusait de serrer la main à Arafat. Bon, il y avait une histoire derrière, on peut le comprendre. Ouais, il y avait une histoire. Il a fait le retrait de Gaza. Il a fait le retrait de Gaza, mais on sait aussi que c'était pour que la Cisjordanie continue à être colonisée. Bon, donc c'était pas idiot, mais c'était discutable. Mais en tout cas, je peux comprendre qu'il ait refusé systématiquement parce que c'était toute une histoire qu'il y avait entre eux de serrer la main à Arafat, mais c'est pas le cas avec Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas est manifestement quelqu'un d'estimable avec lequel on peut discuter. C'est avec lui qu'il faut discuter. Il faut même l'aider, voilà. Et donc je pense que de ce point de vue-là, oui, le fait que ça aille devant l'ONU, c'est pas la guerre, c'est quand même un progrès. Bon, et donc il faut saisir cette chance pour aller plus loin. L'Italie dégradée par Standard & Poor's, est-ce que c'est une bonne manière de se débarrasser de Silvio Berlusconi? Je ne crois pas, parce qu'au-delà du cas de Silvio Berlusconi, les agences de notation, et sans leur prêter des intentions maléfiques, mais on sent bien dans un bras de fer, au-delà de toutes les explications économiques qu'on lit du matin au soir sur la crise financière. Il y a un enjeu de principe. Qui des États ou du monde de la finance a réellement le pouvoir? Et les citoyens se posent la question. Et finalement, on sent bien que, à travers l'affaire grecque, l'Italie et même notre propre pays, qui sera dans la cible à un moment ou un autre, il y a la tentation des marchés, entre guillemets, d'essayer d'affirmer une autorité sur les politiques à conduire. Et je pense que le paradoxe, c'est que ça va réouvrir un nouveau... On va redonner du sens à l'État, on va redonner du sens à l'autorité publique. Mais est-ce que ce n'est pas une manière de rappeler que cette autorité ne s'exerce pas suffisamment, n'est pas assez dynamique face à la crise? Est-ce que ce n'est pas, d'une certaine façon, cette ingérence des agences de notation brutale et peut-être injustifiée? Est-ce qu'elle ne vient pas là dire aux politiques, mais qu'est-ce que vous fichez? Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites là. Je pense que le problème ne vient pas essentiellement des marchés financiers, des agences de notation, qui sont très critiquées aujourd'hui. C'est une tarte à la crème. Je pense que ces agences de notation, elles tirent la sonnette d'alarme et qu'au fond, elles mettent les États devant leurs responsabilités. Elles les mettent au pied du mur. La dette italienne, elle est de 2000 milliards d'euros aujourd'hui. Et en plus, bon, je ne vais pas employer des mots excessifs, mais enfin, le politique italien ne tient absolument pas la route. Il est quand même grotesque. Bon, avec toutes ces histoires de cul, enfin, bon, tout ça est monstrueux. Bon. Et donc, c'est aussi la raison de la décote. C'est pas simplement des raisons économiques. Absolument. C'est aussi parce que le politique n'est pas là. Bon, alors quand on regarde vraiment sur le fond, je ne vais pas faire un cours d'économie et c'est pas mon métier, mais c'est pas la spéculation qui est en cause. C'est le fait qu'on a tiré depuis 10 ans en Occident la croissance par une triple dette, la dette des États, la dette des ménages et la dette des entreprises, et que désendetter est un très grand risque de pénaliser la croissance, ce qui fait qu'aujourd'hui personne n'a la solution. Et le vrai problème, c'est que Mme Merkel est aujourd'hui aux abonnés absents. Toute la semaine, personne n'arrive à la joindre et que l'Europe est incapable, parce que l'Europe, c'est quoi? C'est le couple franco-allemand dans cette affaire, est incapable de prendre une position claire. Donc, en effet, les marchés financiers, les agences de notation, quels que soient les reproches qu'on puisse leur adresser, nous mettent au pied du mur. Mais c'est aux États de reprendre la main. Et les États, en l'occurrence, c'est le couple franco-allemand d'abord et avant tout. Or, toute cette semaine, abonnés absents, pas de réponse, aucune solution à la crise, aucune proposition qui tienne la route. Et c'est ça qui est vraiment inquiétant. L'histoire a prouvé une chose en Europe. L'idée de l'Union européenne existait avant la Seconde Guerre mondiale. C'est la nécessité qui fait loi en matière d'Europe. Et c'est là où l'observation est juste, c'est que le projet européen, l'Europe politique, la coordination, c'est une idée qui existe depuis longtemps. Les mécanismes ont déjà été discutés depuis longtemps. Mais on sent bien que pour franchir ce cap, quelque part, il faut presque un couteau sous la gorge. Et cette crise est un tel danger pour l'Union européenne qu'il n'y a pas de doute. Chaque pays finira par être dégradé dans sa note, puis connaître une période de récession, si à un moment ou à un autre, le cœur de l'Europe, le couple franco-allemand, ne prend pas une initiative politique. D'où la nécessité absolue de refaire une Europe de 6 ou 7 ou 8, mais une petite Europe avec une espèce de vrai ministère des Finances qui soit capable de prendre des décisions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'on n'y arrivera pas. On sait parfaitement aujourd'hui qu'il n'y a pas de solution pour la Grèce. La Grèce n'est pas en état et ne sera pas en état de rembourser sa dette. On sera obligé de phaser le plan, on sera obligé d'étaler pour que ce soit crédible, même pas simplement auprès des marchés financiers, mais simplement économiquement parlant. Et donc, je crois que la crise, elle est beaucoup plus économique
économique, elle est réelle, beaucoup plus que financière. Et elle vient du fait, pardon, juste un petit point là-dessus, que ce n'est pas une crise simplement européenne. Ce qui fait le vrai problème et ce qui a été à l'origine de l'endettement des pays européens, c'est que la concurrence avec l'Inde et la Chine est totalement déloyale parce qu'ils n'ont pas ces États-providence qui pèsent sur leurs entreprises. Et donc, si on veut maintenir nos États-providence, il est tout simplement vital que l'Europe des États revienne au cœur du cœur. Voilà. Et c'est vital, c'est la seule question qui compte. Est-ce qu'il faut des primaires à droite, en un mot? Est-ce que l'exemple des primaires à gauche tel qu'il se déroule vous conduit à penser qu'il faudrait des primaires à droite? Ce serait complètement formel. Pourquoi? Alors, on peut toujours imaginer qu'on fasse des primaires à droite pour faire bien, et parce que comme ça donnera l'impression. Vous savez, c'est un peu comme à l'université quand il y a une candidature d'un professeur dont on sait qu'il va être élu. On organise des ou à l'Académie française, on organise des candidatures ailleurs pour montrer que c'est un vrai choix. Voilà. La vérité, c'est qu'on sait que Nicolas Sarkozy va se présenter, qu'il est le seul candidat possible aujourd'hui. Et donc ça sert à rien. En 2017. En 2017, pourquoi pas? En 2017, ce serait... Des belles primaires entre, je ne sais pas, François Fillon et Jean-François Copé, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, c'est purement formel et ce serait juste pour donner le sentiment qu'on a aussi une démocratie au sein de l'UMP. Bon, tout le monde comprend que c'est formel. Est-ce que l'exemple des primaires à gauche tel qu'il est en train de se dérouler devrait être suivi? Moi, j'ai pas un doute que les militants, les sympathisants de la droite voudront à terme sortir de l'ancien système pour participer aussi à la vie démocratique de leur parti et que la primaire est contagieuse, c'est certain. Ils auront raison, mais ce sera pour 2017. Mais là, franchement, ça aurait l'air d'un exercice de pseudo-démocratie. Je crois que personne n'y croirait, simplement. Merci beaucoup. On n'a pas parlé de Dominique Strauss-Kahn. Une autre fois. Merci beaucoup. On a fait une bonne nouvelle. Merci. Tout de suite, le 20h d'Alain Marchal.